Sonia. Donc Sonia Zadig, vous êtes franco-tunisienne, mais vous êtes exilée depuis de nombreuses décennies de votre pays. Vous êtes psychologue clinicienne, vous êtes psychanalyste et vous êtes écrivain. Vous avez notamment écrit de nombreux livres comme Soumise, Accords perdus, Accords retrouvés. Et tous ces livres racontent en fait les différentes étapes de ce que doit être une femme en terre d'islam. C'est un raccourci très court, mais voilà. Et donc en fait, dans vos livres, vous expliquez que l'important c'est la liberté de conscience. Vous expliquez aussi l'importance de l'éducation et l'importance du rôle des mères dans l'islam. Donc du coup, est-ce que vous pourriez nous parler justement de ce rôle de l'éducation et pourquoi en fait l'application de la laïcité dans l'éducation c'est un enjeu majeur pour la liberté des femmes et pour la liberté des femmes musulmanes notamment. Eh bien, bonjour à tous. Merci Isabelle pour votre accueil, merci Catherine et merci d'être aussi nombreux à nous écouter. Parler ici en ce haut lieu de la démocratie est un honneur qui m'oblige. Que dire? Que rajouter après ce que l'on vient d'entendre? Peut-être dire simplement, ici même, qu'en étant une Française d'affirmation et non pas d'extraction, j'ai une connaissance, un savoir de ce que perdre sa liberté veut dire. J'ai quitté la Tunisie en effet pour rejoindre la France très très jeune. Non seulement pour y faire des études, mais pour son esprit, pour ses lumières, pour les droits de l'homme, pour sa démocratie, et surtout, et encore, pour sa laïcité. Pour le dire plus simplement, j'ai quitté ma terre de naissance fin des années 80, lorsque la nuit islamique commençait à descendre sur le rivage de ce beau pays prometteur et avant-gardiste de Bourguiba, celui que j'ai connu, celui de mon enfance. Bourguiba lui-même avait échoué, hélas, à ce qu'il appelait lui son ijtihad, c'est-à-dire son effort à l'intérieur même de la loi islamique à interpréter le texte. Sauf qu'on arrive toujours à une limite. Le texte n'est pas indéfiniment interprétable, étant la parole de Dieu. D'ailleurs, l'interprétation est interdite depuis le Xe siècle. Bien. Donc, Bourguiba, dont je suis la fille, si vous voulez, l'héritière, a pu bricoler des ouvertures, mais il n'a jamais pu toucher à l'essentiel, notamment à l'égalité en droit entre les femmes et les hommes. Malgré ses tentatives, il n'a jamais pu abroger, par exemple, l'égalité sur la loi de l'héritage. La femme, encore aujourd'hui, hérite de moitié de son frère, et sa voix, son témoignage, vaut la moitié de celle d'un homme. Je parle de cela aujourd'hui car permettez-moi de dire ici et en toute humilité que j'ai une petite avance sur vous. Car pour parodier Arthur Rimbaud, j'ai vu l'enfer de l'islam là-bas. C'est-à-dire qu'au-delà du dogme religieux en lui-même, dont je n'ai pas vraiment souffert, pas du dogme, mais j'ai souffert plutôt d'un islam qui m'est défait en tant que culture, en tant que contrat social, en tant que modus vivendi qui impose à tous une soumission absolue et totale au texte, au Coran, à la sunna, à la charia. Donc la dangerosité de ce dogme n'est pas dans le texte, n'est pas tant dans le texte que dans son effet délétère sur la structure psychique, sur ceux qui en sont nés, en sont girons. Je m'autorise à parler ainsi en tant que psychologue. Bien, et voilà qu'après avoir pu en fait vivre pleinement ce que la France offre et qui est inscrit au fronton de nos institutions, c'est-à-dire liberté, égalité, fraternité, voilà qu'au nom de ces mêmes signifiants-là qu'on nous combat. C'est au nom de la liberté et de l'égalité que notre union se retrouve aujourd'hui fissurée, l'union nationale. Voilà que le vent tourne, voilà que je me sens à nouveau piégée, à nouveau rattrapée par une hydre verte que j'ai fuie en toute connaissance de cause et que je connais de l'intérieur. Je suis sortie du silence, finalement, pour témoigner, pour dire ce qu'il en est de ce dogme totalitaire et haltérophobe dans lequel j'ai baigné et dont les effluves me parviennent aujourd'hui sur la terre de la liberté qu'est la France.
l'idée de citoyenneté se noie non pas dans un vivre ensemble, mais plutôt dans un s'exclure ensemble. Au nom d'une culpabilité, non pas narcissique, comme aime à le dire Daniel Sibony, mais dans une culpabilité morbide de colonisation et autres affres qu'on nous raconte, dont le seul but est d'anéantir les lumières de l'Occident et l'esprit français, que l'on tolère l'intolérable et que nos compromis sont devenus à terme des compromissions. Chacun est renvoyé aujourd'hui à sa communauté, à ses origines. De plus en plus, les étiquettes s'imposent et nous réduisent. D'ailleurs, je découvre à mon grand désarroi que l'on doit absolument appartenir à un camp ou à un autre, qu'il nous faut choisir. Je découvre que mon identité nationale, française, est en effet une identité troublée par une assignation identitaire dont je me suis départie depuis tellement longtemps pour épouser une francité d'élection. Dire cela, ici, m'émeut, car la France semble embarrassée par ses enfants adoptifs. Autre sujet dont je parle très longuement dans mon livre à venir. Il y a un frottement aujourd'hui encore en France entre le concept d'ethnicité et le concept de religiosité. Nous pâtissons de cela. Par exemple, je le dis, moi je suis française. Je suis certes d'origine tunisienne, mais je suis française. Mais l'on continue inlassablement, à toutes les conférences, à me présenter comme étant d'origine musulmane. Cette erreur sémantique, ça c'est très important, n'en est pas vraiment une. Car si lapsus il y a, il serait en effet assez révélateur. Pourquoi ? Puisque, oui, je le confirme, l'islam aspire à faire des sujets des sujets de l'Oumma uniquement des musulmans. Aucune autre identité ne prévaut sur elle. Vous êtes musulman et vous le resterez toujours. Il n'y a pas de sortie, il n'y a pas de possibilité de sortir. Donc, ces velléités hégémoniques dont parlait si bien Florence auraient pu s'éteindre, peut-être, si une partie, et non pas des moindres de notre société, ne s'était pas fait complice d'une idéologie meurtrière pour éteindre les lumières de l'Occident. La convergence des luttes, comme ils aiment à les appeler les wokistes en tout genre, sont dans une lutte catégorielle de minorités vindicatives et violentes et auront bientôt raison de ce qui nous relie les uns aux autres, la chose publique. Ces déconstructivistes ne savent pas qu'ils seront les cocus dans ce mariage de raison, mais l'histoire nous le dira. La crise identitaire que traverse l'Occident a fait en effet le terreau des islamistes. Islamisme fertilisé contre toute attente par ceux qui se réclament du progrès social. Quel progrès social y a-t-il à nous silencier, nous les enfants de la République ? Quel progrès social y a-t-il à nous bâillonner en jetant l'opprobre sur nos valeurs républicaines et laïques, en nous réduisant à n'être rien d'autre que des islamophobes ? C'est un mot pour interdire finalement la pensée, et des fascistes. Le fascisme en réalité n'est pas de notre côté, mais du leur. Au nom de la tolérance, au nom de la liberté, la France s'est engagée, hélas, dans un chemin contraire à l'universel des Lumières. Sur son sol, la parole est muselée. Sur son sol, la liberté d'expression, la liberté de croire ou de ne pas croire est fortement compromise. Cette mère douloureuse qu'est la France se meurt de ne pas avoir su écouter ceux et celles qui sonnent l'alarme depuis si longtemps et qui ont une certaine avance sur l'histoire qui se joue sous nos yeux et qu'on n'écoute pas. Est-ce par hubris? Est-ce par lâcheté? Je l'ignore. Mais c'est une méprise dangereuse devant un presque trop tard. La laïcité dans tout cela, c'est bien cela qui devrait être notre violon d'ingrat. En effet, que nous reste-t-il aujourd'hui, à part cette chère, incomprise et compromise laïcité? Pourtant, la laïcité est protectrice. Elle a franchi l'ensemble de la sphère publique de toute emprise exercée au nom d'une idéologie ou d'une religion. Elle nous protège de l'éclatement en tribus, en clans, en communautés auxquelles nous assistons aujourd'hui. Et elle suppose une émancipation simultanée des personnes, de l'État et des institutions publiques. Ce terme laïcité lui-même est devenu suspect. L'idéal universaliste du peuple souverain auquel il fait référence a réduit aujourd'hui à n'être rien d'autre qu'excluant, voire raciste. Alors,
qu'il vise uniquement l'unité. D'ailleurs, laïcité, du point de vue de l'étymologie, Laos veut dire unité du peuple. Mais ce peuple est aujourd'hui divisé. Il semblerait que l'islam, ou l'islamisme si vous voulez, moi je ne fais pas la différence, s'est invité à notre table pour anéantir 3 exigences fondamentales et nécessaires à notre unité. La liberté de conscience, assortie de l'émancipation personnelle, l'égalité de tous les citoyens sans distinction d'origine, de sexe ou de conviction religieuse, et la visée de l'intérêt général comme seule raison d'être de l'État. Si l'on reprend le premier point, par exemple, la liberté de conscience, je ne suis pas, malheureusement, tout à fait certaine qu'elle soit encore de mise, cette liberté. Je viens de j'ai fini un livre sur les apostats de l'islam, qui sont avant tout des citoyens français. Je découvre avec effroi que ces derniers n'en jouissent absolument pas de cette liberté de conscience. Aussi français soit-il. Quitter l'islam n'est pas condamné, bien sûr, par la loi de la République, mais par la charia islamique qui, ici, en France, sur la terre de Voltaire et de Rousseau, c'est la charia qui s'applique dans certains territoires soumis de la République française. Ils sont menacés de mort, ostracisés, doxés, sous le regard impuissant de tous. Après, j'entendais comme ça, ici et là, de la part de certains, qui se débrouillent entre eux. Mais quelle idée, en fait, de quitter sa religion, en fait, son identité. L'égalité des sexes, parlons-en. Dans l'islam, comme dans Animal Farm de George Orwell, certaines femmes sont plus égales que d'autres. Il y a une remise en cause du droit des femmes à disposer de leur corps. Toutes les enquêtes sociologiques le prouvent. Elles sont voilées, violentées, violées. Chut, on n'en dit rien. On a toujours de ce relativisme culturel qui va nous perdre et qui se veut ouvert et tolérant. Quant à bien y regarder, il est raciste et infantilisant. La religion islamique remet en question notre laïcité et entérine la certitude que la différence des sexes est ontologique, que la femme n'est rien d'autre qu'un objet de jouissance et, in fine, un utérus à agrandir la Oumma. Ceux qui militent pour faire rentrer le voile à l'école oublient qu'il ne s'agit en rien d'un signe religieux, mais surtout d'une affirmation identitaire. La phobie n'est pas du côté que l'on croit. Les ex-musulmans sur lesquels je travaille aujourd'hui témoignent de cette musique ronronnante et de leur enfance, les enjoignant à quoi? À se méfier de la France et des Français. Lisez La gestion de la barbarie et vous verrez que leur projet politique d'installer la charia au cœur de notre République n'est pas un délire paranoïaque d'une bande hystérique comme ils aiment à nous appeler. En vérité, sans laïcité, point de féminisme. Le féminisme ne peut pousser que sur le terreau de la laïcité. Sans cette condition, il serait impensable d'être authentiquement libre. Il n'y a d'ailleurs pas d'égalité entre les hommes et les femmes sans laïcité. La pensée féministe, la vraie, pas celle qui exclut certaines et défavorise d'autres, qu'on nomme néo-féministes, je parle des féministes universalistes dont je me réclame. Nous revendiquons la liberté et l'égalité pour les femmes dans les mêmes termes que celui du cadre de la laïcité. Féminisme et laïcité sont indissociables. Est-on le fruit d'une pensée moderne, celle qui fait de la raison l'instrument exclusif du savoir et de ses arguments la seule garantie de la vérité? Pas un féminisme qui exclut les juives violées le 7 octobre et qu'on a exclu de la marche contre les violences faites aux femmes. La laïcité ne souffre pas les 2 poids, 2 mesures. La laïcité à la française est notre trésor national. Un trésor national attaqué de toutes parts, mal comprise. Les femmes, par exemple, qui sont nées dans des familles musulmanes, n'ont pas le privilège d'accéder à cette égalité, ne sortent pas, ne fréquentent pas. Et ce qui est absolument, qui a été une surprise pour moi, c'est que ce patriarcat est en vérité un matriarcat en dessous. C'est-à-dire que ce sont les mères qui transmettent le bâton de la soumission à leurs propres filles. Et c'est pourquoi je crois vraiment que si on veut sortir de cela un jour, c'est avec les femmes qu'on sortira ou pas. Donc, seule l'intransigeance, l'application stricto sensu de la loi, le pas de quartier, excusez-moi du jeu de mots, c'est uniquement lorsque la laïcité à la française sera appliquée sans accommodement déraisonnable que l'on pourra sortir du chaos actuel. Je pourrais bien sûr continuer à vous parler
et à vous narrer l'agonie de la France, celle que j'ai aimée, qui m'a imbibée de ses valeurs et de son esprit. Celle-là, cette mère douloureuse peine à exister. Cette France que j'aime tant et qui m'a tout donné ne fait plus rêver personne. Nous n'avons plus de narratif ni de récit commun, plus de passion de la liberté qui nous mettrait collectivement en mouvement, plus d'horizon, une dépressivité généralisée, un non-vivre ensemble. Il serait temps de raviver, comme nous le faisons aujourd'hui, des espoirs bleus, blancs et rouges. Il serait temps de nous remettre en mouvement. C'est donc au nom d'une restauration de cette France qui m'a jadis fait rêver qu'il nous faut collectivement nous réveiller. Car je le dis à chaque fois que je prends la parole, nous sommes, mesdames et messieurs, à minuit moins 2 minutes avant une catastrophe annoncée, avant la mort programmée d'un pays, la France. Je vous remercie.